Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 32 de Vivant, Jeunesse, réseaux sociaux et deuil, avec Martin Julier-Coste. Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet de tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 2 de Vivant où mon invité est Martin Julier-Coste, chercheur et anthropologue, et nous allons échanger autour de la jeunesse et du deuil. Il a passé ces dernières années à échanger avec de jeunes endeuillés pour comprendre comment la jeunesse fait face à la mort, comment elle invente ses propres rites et quel impact les réseaux sociaux ont sur notre relation à nos morts. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Martin Julier-Coste. Bonjour Martin, bienvenue dans Vivant. Je suis très content de faire cet épisode avec toi. Déjà, comment tu vas ? Merci Teddy, merci à toi pour l'invitation. Ravi également de participer à ton émission. Écoute, c'est vraiment sincère. Donc du coup, Martin, je ne vais pas parler 107 ans avant de commencer. Peux-tu te présenter ? Voilà, on va y aller directement, ça sera plus simple. Ok, écoute, donc moi je suis Martin Julier-Coste. Voilà, je suis chercheur, formateur et conférencier. C'est comme ça que généralement maintenant que je me définis. J'ai un parcours entre guillemets académique et professionnel et je me définis actuellement comme chercheur indépendant. Je dis actuellement parce que du coup c'est un statut un peu hybride par rapport à d'autres chercheurs où en fait j'ai un pied à la fois dans l'académie et un pied dans le monde professionnel avec de la formation et des conférences. Et j'ai un autre pied un double pied, on va dire, entre la France et la Suisse, puisque je suis aussi français et suisse. Et du coup, j'ai des opportunités et des liens amicaux aussi, et en France et en Suisse, qui concernent autant mon travail que ma vie amicale et privée. Bon, du coup, coucou aux Suisses qui nous écoutent, parce que je sais que voilà, il y en a quelques-uns qui écoutent Vivant. Et puis bonjour aux Belges aussi. Et puis, je vais peut-être pas tous les faire. Et coucou l'Allemagne, voilà. D'Ivoire, moi je t'ai beaucoup suivi sur notamment les réseaux. C'est comme ça au départ que que j'ai fait ta connaissance. On s'est croisés au festival qui avait eu lieu à Nantes, La mort Oui, si on en parlait. oui. Voilà, où tu étais intervenu effectivement en conférence autour de la jeunesse. C'est d'ailleurs un de tes sujets de prédilection. Comment c'est venu de te spécialiser plutôt dans la relation des jeunes, on va dire, avec la mort ? Alors, c'est venu plutôt jeune, on va dire, quand j'étais jeune adulte. Ce que je dis généralement, c'est en fait, je voulais travailler à la base sur le travail que j'ai fait, qui finalement a été une thèse, c'était sur les rites funéraires concernant les jeunes, mais à propos d'un autre jeune. Donc, du coup, ce qui m'avait intéressé, c'était suite à une expérience personnelle, en fait, dans le village dans lequel je vivais, où un de mes voisins, qui avait une dizaine d'années de plus que nous à l'époque, moi j'avais 18 ans, il s'est pendu. Donc il a mis ça en scène et généralement, enfin voilà, je le présente un peu comme ça, mais c'était assez vrai. C'était un peu un personnage un peu, on va dire, torturé et chez qui on pouvait aller fumer des pètes et jouer de la guitare et puisqu'il avait une dizaine d'années de plus que nous et c'était quelqu'un de très voilà, de très accueillant et que je ne connaissais pas très bien mais qui était quand même mon voisin et chez qui on pouvait aller faire 2 3 choses et il s'est pendu et en fait ses amis de l'époque se sont retrouvés sans cérémonie puisque les parents ont décidé de faire une cérémonie dans la stricte intimité. Et suite à cette décision-là, en fait, ces amis-là ont décidé de célébrer leur ami à leur manière. Donc, on est plutôt dans un village de Haute-Savoie, dans la campagne, où il y a plus de vaches et de fermes que d'habitants. Et donc, du coup, et en fait, on se retrouve au bord d'une rivière euh, avec un énorme feu et les gens qui passent pendant un week-end.
et que moi, je suis passé quelques heures dans ce week-end-là. Et j'avais 18 ans à l'époque, donc j'y suis passé quelques temps. Et après, j'ai oublié, entre guillemets, cette histoire-là. Mais quand j'ai démarré mes recherches de sociologie, j'ai voulu d'abord travailler sur la fête. Et ensuite, assez vite, pour un gros travail de mémoire à l'époque, où je devais produire une centaine de pages d'enquête et un gros travail d'observation, en fait, j'ai commencé par vouloir travailler sur ce sujet-là. En fait. Donc, j'en ai rendu compte à ma directrice de mémoire à l'époque, qui m'a dit ça va être compliqué avec ce qu'on te demande de faire, c'est-à-dire 2 mois d'observation de gens qui font des choses autour d'un thème. Et elle m'a dit, par contre, si tu continues, ce thème-là peut être un sujet de thèse, et je te conseille d'aller observer les gens qui travaillent avec la mort pour voir si tu es, entre guillemets, capable d'encaisser un peu plus et un peu plus longtemps dans le cadre d'une thèse. Donc j'ai suivi son conseil et j'ai fait 2 mois d'observation au pompe funèbre général de la ville de Genève, et j'avais 23-24 ans à cette époque-là. Et pourquoi est-ce que je raconte ça? C'est que la question des jeunes est venue justement à nouveau dans ce monde-là. Mon intuition s'est confirmée, s'est vue confirmée là où effectivement j'ai vu des professionnels du funéraire être complètement chamboulés et complètement réorganiser si tu veux, leur institution lorsque des jeunes décédaient. En fait. Donc j'ai vu plein de de pratiques différentes de leur organisation et de leur routine quotidienne se faire lorsqu'il y avait la mort d'un jeune. Et donc, du coup, j'ai documenté ça un petit peu et je me suis dit, OK, il y a vraiment un sujet à faire autour de les jeunes face à la mort et plus particulièrement des jeunes face à la mort d'un ami, c'est-à-dire quelqu'un qui est le même que soi, qui n'est pas quelqu'un dont on est le fils ou le parent, mais quelqu'un que l'on a choisi, ou en tout cas qu'on dit avoir choisi. Et je suis parti de là, en fait. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu as pu observer? Alors, ce qui est ressorti vraiment clairement, en tout cas, c'est qu'on pouvait identifier ce que j'ai appelé après avec du jargon sociologique et anthropologique, hein, mais j'ai observé et j'ai pu questionner auprès de nombreux jeunes et de professionnels aussi, en fait, ce qu'ils faisaient. Et je me suis attaché à ce qu'ils faisaient, pourquoi est-ce qu'ils le faisaient, comment est-ce qu'ils le faisaient, qu'est-ce qu'ils pouvaient m'en raconter. Et en fait, on voit, et j'ai développé une sorte de modèle, on va dire, un peu théorique, où il y a vraiment les rites funéraires que j'ai intitulé des ritualisations funéraires instituées, donc tout ce qui correspond aux cérémonies officielles, si tu veux, qu'elles soient au temple, à l'église, au centre funéraire ou ailleurs, en gros tout ce qui est institué et qui est officiel et qui est généralement public. Et ça, c'est des vrais instants assez importants pour les jeunes et pour les parents. Donc sans rentrer nécessairement dans les détails, en fait, c'est généralement, il y a plein de jeunes qui connaissent absolument pas les codes du centre funéraire, du temple ou autre, donc qui y vont avec leurs gros sabots, entre guillemets, de jeunes, mais qui y vont sans trop avec des pincettes, mais alors avec des filtres différents, en fait, que ceux des adultes. Et donc, du coup, il y a plein de pratiques assez fantasques qui dénotent par rapport à ce qui peut être plus classiquement observé dans ces lieux-là, mais qui restent toujours très respectueuses et du défunt et surtout des parents. Et ce qui ressort, en fait, ce qui a ressorti très fort, c'est que ces rites-là, suivant la parole des jeunes, en fait, sont des rites dans lesquels les jeunes s'investissent pleinement, mais il y a une certaine limite, c'est-à-dire que pour eux, ces rites funéraires-là sont des rites funéraires qui sont à destination des parents, parce qu'eux-mêmes mettent la hiérarchie de la douleur en disant moi, je suis terrassé, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans, j'ai 25 ans, mais en fait, j'ai la vie devant moi et la vie continue. Et le fait de perdre un enfant, je ne peux même pas m'imaginer ce que c'est. Et ces cérémonies-là sont pour les parents. Et je vais jouer le rôle de jeune, je vais faire ce qu'on attend de moi et éventuellement, je vais faire des propositions pour célébrer à sa juste mesure le défunt ou la défunte. Pour autant, je vais rester à ma place de jeune et éventuellement, parce que je sais que c'est à destination des parents. Et ce que je cite généralement, c'est comme exemple là-dessus, c'est clairement la photo qui est généralement mise dans ces cérémonies-là,
où en fait, si vous interrogez des jeunes, ou en tout cas ceux que j'ai interrogés régulièrement en conférence quand je parle de ça, ou en formation, ça revient comme étant encore assez valide, cet exemple-là, c'est une photo de parents. Et que, en fait, les jeunes disent, si on avait dû choisir une photo, on n'aurait jamais pris celle-là, en fait. Pour autant, on va respecter que c'est cette image-là qui va rester, parmi plein d'autres, puisqu'il y a des diaporamas, il y a plein de choses qui sont faites, mais celle qui est généralement sur le cercueil ou à côté ou à l'entrée, c'est une photo de parents où, en fait, qui, entre guillemets, idéalise et idolâtre un peu son enfant, et qui n'est pas du tout une vision que les jeunes ont eux-mêmes de leur ami. Et en fait, ce qui est complémentaire, ces rites funéraires-là institués sont complémentaires à ceux que j'ai appelés les ritualisations funéraires instituantes, c'est-à-dire celles qui se font dans les groupes de pairs. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui se font entre amis. Avant, pendant et après la cérémonie, les jeunes vont se retrouver ensemble dans les lieux qu'ils côtoient avec des gens différents et à leur propre initiative, en fait. Et que ça va être du rite aussi, et ça a la même fonction que les rites funéraires officiels. Et qu'au départ, je pensais que c'était des rites qui étaient plutôt antagonistes, ou en tout cas plutôt opposés. Et en fait, finalement, ils sont très complémentaires dans les discours, et en tout cas dans les expériences. C'est qu'il est tout aussi important d'être présent pour les parents que de pouvoir faire des choses à sa propre initiative, en fait. En tant que groupe de pairs, ça peut être un simple restaurant, ça peut être vraiment des choses, mais très significatives et qui vont être à l'initiative des jeunes et qui vont être avec les signes et les codes et les valeurs du groupe de jeunes en question. Ça peut être un simple restaurant, ça peut aller jusqu'à taguer certains murs de la ville, associer les autorités publiques, dénoncer aussi, par exemple, des accidents ou les questions routières. Je m'exprime un peu mal, mais pour exprimer justement le fait qu'il y a trop d'accidents sur la route, où en fait on va solliciter le public, on va faire des démarches auprès des autorités. On peut se retrouver dans la montagne ou dans un lieu particulier aimé de la personne défunte ou du groupe, et on va se bourrer la gueule entre potes. Il y a une multiplicité de pratiques entre jeunes qui n'est pas nécessairement visible aux yeux des uns et des autres, mais qui va être particulièrement significatif pour le groupe de jeunes et pour le groupe de jeunes au sens élargi, puisque les jeunes entre eux sont au courant qu'il y a des choses qui se font. Tu vois, ce qui est rigolo là-dedans, c'est que quand tu dis, tu vois, tout ce que tu as cité là comme exemple, par exemple, pour un groupe de parents, notamment, Oui. des parents, pour eux, je ne pense pas qu'ils ont l'impression de comprendre ça comme étant quelque chose de l'ordre du rite. C'est sans doute appréhendé, voilà, ils passent à autre chose, ils sont jeunes, il faut bien qu'ils s'amusent, blablabla. Alors que derrière, il y a vraiment une... Alors, il y a vraiment du sens. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, les parents sont au courant. Enfin, souvent. En tout cas, dans les situations que j'ai pu investiguer, les parents étaient au courant, voire même éventuellement participaient ou venaient voir un petit peu ce qui se passait, étaient invités évidemment par les jeunes. Mais du coup, je ne sais pas si les parents interprétaient ça comme quelque chose de l'ordre du rite, mais en tout cas, ils l'interprétaient comme quelque chose de très, très important pour les jeunes et le réceptionnaient, en tout cas, le vivaient comme quelque chose de particulièrement... j'ai pas le terme exact, mais ça leur faisait quelque chose que les amis de leur fille, de leur fils, continuent à célébrer la mémoire de leur enfant, en fait, et fassent des choses autour de ça. Et qu'il y a beaucoup dans les groupes d'amis, pour ceux que j'ai interrogés, en tout cas, il y avait des liens encore très forts qui perduraient avec la famille, en fait, et des loyautés de la part des amis encore plusieurs années après le décès, où en fait les amis revenaient voir les parents ou se sentaient un peu coupables de ne pas avoir suffisamment repris contact ou continué ou maintenu le contact, et qu'il y a des liens très très forts entre justement les parents et les amis de la personne défunte, qui peuvent perdurer en fait au fil du temps. Et que ça, et que ça finalement, en fait, on l'observe finalement pour tous les décès. Si on observe vraiment très clairement et qu'on fait ça sérieusement, finalement, et c'est là où j'ai pu un peu généraliser et sortir de la question uniquement des jeunes, c'est que si on s'intéresse à un décès d'une personne de 60 ans aujourd'hui, assurément, il y a des choses qui vont se passer officiellement et des choses qui vont se passer à côté, en fait, en parallèle, et qui
doivent être investiguées, questionnées, observées, comme étant, a priori en tout cas, comme étant des choses qui sont en tout cas potentiellement du rituel et dans le récit et dans l'expérience des gens, comme des choses qui vont être éventuellement beaucoup plus importantes que la cérémonie officielle. Il est très important d'être à la cérémonie officielle, mais pour autant, je n'adhère pas exactement à tout ce qui est présenté et tout ce qui est ritualisé. Par contre, j'ai l'occasion et je peux avoir l'occasion de célébrer et de ritualiser à ma sauce avec des gens dans lesquels je me reconnais plus en termes de valeurs, de codes, de présentation, de manière de célébrer le défunt, et que là, je vais pouvoir exprimer une autre facette et du défunt, mais une autre facette aussi de moi qui exprime quelque chose vis-à-vis de la réaction que j'ai face au décès. Et que ça, en fait, on peut le multiplier avec tous les groupes d'appartenance d'une personne défunte. Si je meurs ou tu meurs demain, toutes les sphères d'appartenance auxquelles tu es rattaché, potentiellement, peuvent être des sphères d'appartenance qui vont célébrer à leur manière et ritualiser à leur manière l'absence de Teddy ou de Martin. Et que finalement, c'est un peu cette constellation de potentiels rites funéraires à l'intérieur des sphères d'appartenance qu'il est nécessaire d'investiguer et de comprendre comme aussi potentiellement importante que le rite funéraire officiel. Pourquoi est-ce que je dis ça et que c'est vraiment important? C'est que dans les sciences sociales et humaines, et encore aujourd'hui, on ne s'intéresse que à la cérémonie officielle, comme si c'était le seul lieu où il y avait du rite. Alors qu'on observe bien depuis, mais avant ce que j'ai étudié moi, c'est qu'il y a du rite beaucoup, enfin en tout cas ailleurs que simplement dans les lieux institués comme étant les lieux institués et dits légitimes, alors que dans l'expérience des individus, il y a ces lieux-là qui comptent toujours. Par contre, il y a des choses qui se font à côté, en dehors, et qui ne se font pas nécessairement, qui ne sont pas aussi visibles, mais qui peuvent, et je dis bien qui peuvent, être tout aussi significatifs ou plus significatifs dans l'expérience des personnes en deuil. Et que ça c'est une continuité avec ce que j'ai continué à travailler, c'est instituant, et avec un versant où ça a été aussi, on va dire pas une surprise, mais quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est que les jeunes m'ont beaucoup parlé de leur intimité vis-à-vis du deuil. Et que là, on retrouve finalement des figures anthropologiques des rites de deuil, où en fait, on retrouve dans le discours, individuellement, finalement, des gens qui ritualisent eux-mêmes leur propre phase de deuil ou leurs propres étapes de deuil. Et que c'est parce que c'est justement eux-mêmes qui les font et qui les pensent que c'est significatif. Donc là, quand je dis ça, c'est assez intéressant par rapport au modèle théorique qu'on a l'habitude d'avoir. Généralement, c'est plutôt une communauté qui va dire à un individu comment et par quoi il va passer. Alors que là, ces jeunes me disaient, en fait, non, moi, je ne veux rien avoir avec ce que les autres ont à me dire. Je vais trouver tout seul, je vais trouver de manière spontanée, et je vais cheminer finalement tout seul par rapport à ce décès-là, et je vais, bon an, mal an, faire des choses qui vont faire que je vais tranquillement passer à autre chose, en fait. Et que là, il y a une multiplicité de récits et de pratiques individuelles et intimes, mais qui résonnent complètement avec notre société actuelle, qui ne fait que valoriser et l'intime face au deuil et l'individu en disant « tu es ton propre maître, trouve ta propre voie, fais les choses à ton rythme, trouve ton propre chemin, ton propre cheminement face au deuil ou face à la vie, comme as you are, viens comme tu es ». Et que ça se retrouve aussi vraiment dans des choses particulièrement intimes, dans le vécu et l'expérience du deuil, là chez les jeunes, puisqu'on est parti de là, mais qu'on retrouve exactement, en tout cas qu'on peut retrouver dans le discours des personnes endeuillées aujourd'hui, qui vont valoriser justement cette expérience intime et cette trajectoire finalement très singulière face au deuil. Et c'est quelque chose que alors tu disais, on l'observait déjà avant que je me penche sur ça, ça existait, etc. Pour autant, est-ce que c'est quelque chose qui est considéré comme un phénomène plutôt récent, ou selon ce que tu en sais, c'est quelque chose en fait qui a toujours été là, sauf qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus visible et on en parle plus, ou est-ce que selon toi, il y a eu un mouvement vraiment
c'est un mouvement lent dans la société, un truc qui est quand même significatif d'une volonté de renouveler un peu des codes, des choses comme ça. Alors, évidemment que ça vient de loin et que c'est très progressif. Voilà, on va parler d'individualisation, on va parler de valorisation de l'individu et de ses valeurs, où justement on va centrer beaucoup plus le discours sur l'individu, sur sa construction. Et c'est ça la personnalisation des obsèques aussi, c'est on célèbre de plus en plus la vie de l'individu et c'est ça qui est efficace symboliquement et qui est célébré dans les lieux de culte officiels. Pour autant, par rapport à avant, où on était beaucoup plus sur la célébration de la communauté et de sa croyance et de la destination du défunt dans l'au-delà. Donc ça vient, historiquement, ça vient de très très loin et c'est très progressif. Et en fait, il y a toujours, je ne sais pas s'il y a toujours eu, mais en tout cas, il y a à penser dans la réflexion, il y a le groupe et l'individu en fait. Et évidemment qu'il y a 150 ans, les gens étaient intimement terrassés et bouleversés par la mort de leurs parents ou de leurs amis en fait. Pour autant, qu'est-ce qui était célébré et valorisé et rendu légitime comme étant des expressions publiques du deuil, ça c'est différent. Et que ça peut évoluer, ça se transforme au niveau individuel et intime, et collectif évidemment, et après ça se transforme sur qui prend en charge ces moments-là, qui a la légitimité de célébrer les défunts. Aujourd'hui, effectivement, typiquement, on a une multiplicité d'acteurs qui peuvent se dire célébrants, qui peuvent se dire maîtres de cérémonie, et qu'on n'a plus besoin de passer par un culte X ou Y pour célébrer une cérémonie de funéraire ou tout comme une cérémonie de mariage, hein, d'accord ? Et que les professionnels, enfin, il y a beaucoup plus de professionnels autour de ces questions-là, des gens qui ou autres, mais qui vont s'affirmer célébrants et construire leur identité de célébrant, justement presque d'eux-mêmes, en fait, en allant petit à petit par leur expérience et en justifiant et en étant valorisés comme étant des gens qui, à la base, partent de zéro, si tu veux, mais n'ont pas été ni formés par une église, ni par un diplôme reconnu d'État ou des choses de cet ordre-là. Donc ça, on voit qu'il y a déjà une multiplicité de gens qui s'affirment là-dedans. Et finalement, aujourd'hui, voilà, je bifurque un peu, ce qui est valorisé, c'est l'expérience intime. C'est que avant, on était soumis beaucoup plus qu'aujourd'hui, on a d'autres contraintes, mais par le groupe qui allait nous dire par quoi est-ce qu'on allait passer et qui allait nous accompagner en conséquence. Et ça, c'était aussi très, très soutenant. Ça veut dire qu'on avait des codes rituels qui nous permettaient de dire dans tant de jours, on va faire ci, on va faire comme ça. Le groupe, si tu veux, donnait des indications et des valeurs, des contraintes, etc., à l'individu qui allait les respecter et qui allait les trouver signifiantes parce que le groupe lui dit. Mmh. Aujourd'hui, les normes, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui expérimentent et vivent le deuil avec un modèle, on va dire, plus traditionnel. C'est plutôt, oulala, mais je vais trouver moi-même mes propres ressources et mon propre chemin face au deuil. Surtout, ne m'imposez pas ou ne me donnez pas le sentiment qu'on m'impose une manière de vivre le deuil. Et que ça, je vais peut-être un peu vite là-dessus, mais ça, c'est une grande tendance où, effectivement, là où je vais ressentir une imposition ou quelque chose de l'ordre d'une injonction, je vais la faire péter et je vais trouver en moi et essayer de trouver en moi les ressources pour faire face à quelque chose qui fondamentalement me déstabilise. Et en plus, c'est ce que je comprends de la société autour de moi. C'est qu'autour de moi, on me dit pas nécessairement que mon deuil est légitime, qu'il faut plutôt que je le gère dans mon coin, qu'au travail, en fait, on ne me donne pas d'espace pour l'exprimer ou pour être en congé ou pour être dans des... Ça change un peu en France récemment, mais ce sont des choses que beaucoup de gens expérimentent, à savoir, je ressens le fait que autour de moi, je ne peux pas exprimer autant que je le souhaiterais ma question du deuil et que ça renvoie à l'intime et à des dimensions très individuelles. Et c'est là que viennent les réseaux sociaux, du coup. Je pense que c'est un bon contraste, mais en même temps, on n'est pas si loin que ça.
On veut tous plus d'intime, plus de choses comme ça, et pour autant, bah, les réseaux sociaux jouent un rôle majeur aujourd'hui quand même. Enfin, les réseaux sociaux et même les nouvelles technologies, Internet, les espaces de mémoire et choses comme ça. C'est des nouvelles manières aussi de ritualiser des choses et d'exprimer aussi. Alors que, paradoxalement à ça, ben, on va plus vers nous-mêmes chercher nos clés. Ça fait partie des clés, les réseaux sociaux, du coup? Alors, en tout cas, ça fait partie des outils que certains contemporains peuvent utiliser pour exprimer certaines facettes de leur deuil. Et là, les mots, ils ont une importance, c'est que effectivement, si on suit notamment des auteurs anglo-saxons et après les Français, Internet et les réseaux sociaux en général ont remis un peu au goût du jeu, enfin, ont remis une certaine visibilité du deuil dans l'espace public ou dans certains espaces publics. Et qu'en s'exprimant justement via Facebook, Snapchat et autres réseaux sociaux, où en fait, là, on peut observer des personnes qui écrivent, qui disent, qui postent et qui expriment certaines facettes du deuil. Quand je dis certaines facettes, ça veut dire qu'on n'exprime pas tout sur les réseaux sociaux, d'accord? Et que les gens sont conscients qu'on est observé et qu'ils sont observés. Et qu'eux-mêmes vont observer qui dit quoi, qu'est-ce qu'il dit lui, qui est présent, qui n'est pas présent. Enfin, il va y avoir aussi des codes et des manières d'exprimer publiquement dans ces réseaux, dans ces communautés-là, le deuil, et qu'on va l'exprimer différemment dans certains espaces par rapport à d'autres. Quand je dis ça, c'est en gros, tout ne se passe pas dans l'espace du numérique, déjà. Ça donne une certaine visibilité, mais pour les personnes qui sont rattachées à ces communautés-là et qui souhaitent partager des choses autour de leur deuil dans des espaces tels que ceux-ci, en fait. Et qu'il y a certaines personnes qui vont vous parler de pudeur, il y en a qui vont vous dire, ben moi, je connais pas trop ça ou j'aime pas trop tel ou tel type de réseau social, donc j'y vais pas, mais je sais qu'il y a des choses qui s'expriment et c'est très bien comme ça. D'autres qui vont dire oulala, mais surtout pas, moi j'y vais pas parce que ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Enfin, les réseaux sociaux font partie des espaces que les vivants investissent aujourd'hui pleinement. Et donc, du coup, là où il y a des vivants qui expriment des liens avec leurs morts. Et réciproquement, les morts qui expriment des choses vis-à-vis des vivants. Donc, l'espace numérique est un espace particulier, certes, mais avec ses codes, avec ses valeurs, et des personnes qui vont y aller et d'autres personnes qui ne vont pas aller parce que ce n'est pas significatif de la relation qu'ils ont avec la personne. Typiquement, alors c'est pas forcément pour faire des oppositions entre les générations, mais voilà, vous avez des expériences de personnes qui perdent un ami à 40 ans avec qui ils étaient hyper connectés et qui vont effectuer des choses autour du mort dans ces espaces dits numériques. Par contre, qui vont vous dire très clairement, j'ai perdu ma grand-mère qui avait 95 ans l'année dernière, elle n'avait rien à voir avec les réseaux sociaux, je fais plein d'autres choses vis-à-vis de ce deuil-là, mais ailleurs que dans les réseaux sociaux, en fait. Et que les réseaux sociaux, il faut qu'il y ait un minimum de liens autour du défunt à l'intérieur de cet espace-là pour qu'il soit investi, en fait. Mais c'est toujours la même question, c'est qu'est-ce qui me lie à la personne vivante et comment est-ce que je saisis, enfin, comment est-ce que je transforme et comment je parviens à supporter cette transformation du lien d'une personne qui n'est plus vivante, en fait. Et est-ce que cette personne-là, antérieurement, elle était rattachée à des liens numériques? Oui, non, et éventuellement, quel sens ça a pour moi de maintenir et de continuer des liens numériques sur des interfaces X ou Y? Mais là, on parle des réseaux sociaux, mais on peut parler du numérique, du smartphone, des messages qu'on laisse sur Internet, enfin, pas sur Internet, mais sur votre répondeur, les textos, les images, les vidéos. Ça, c'est du numérique aussi qu'on a à travers nos smartphones et qui nous lie d'une certaine manière aux défunts. Il y a une des très bonnes questions à poser, c'est est-ce que vous êtes capable de supprimer les archives, le numéro de téléphone, les photos, etc. Et comment est-ce que justement je me dépatouille avec cette histoire-là? Comment est-ce que j'archive ou je n'archive pas? Qu'est-ce que j'ai fait pour récupérer mon téléphone portable que j'avais perdu ou que je me suis fait voler, ou en tout cas les données qui étaient rattachées à ce téléphone portable? Voilà, il y a plein de pratiques qui sont reliées à la question du numérique pour la question de nos rapports aux morts, mais parce que nous sommes des êtres vivants
en lien ensemble aussi sur ces espaces-là et dans ces espaces-là. Tu avais pris un exemple d'une histoire de SMS au Festival de la mort qui avait fait Qui fait jaser. pas mal jaser, ouais. Oui, Des personnes en présence. effectivement, en fait, c'est entre guillemets, pour certaines personnes vont dire que c'est plus ésotérique, mais qu'effectivement, les liens que nous avons avec les vivants, avec les morts et les vivants, entre les vivants et les morts, peuvent s'exprimer aussi dans des supports dits numériques où, en fait, où les morts vont nous envoyer des messages, ou en tout cas, on va voir des signes et on va observer des signes du mort à travers un échange de textos, à travers une phrase particulière de la personne défunte dans un échange de textos entre deux personnes bien vivantes, avec des signes de sérendipité éventuellement sur Internet ou sur Facebook ou sur ou tel autre réseau, où en fait on va trouver des signes du mort, mais dans le numérique. Mais comme on trouve plein de signes des morts dans l'espace urbain, dans notre espace domestique, dans nos vies particulières, où on va croiser un merle, et en fait ce merle-là va se poser sur une branche alors qu'on est un peu contemplatif, et on va voir que c'est le défunt, et on va interpréter que c'est le défunt ou la défunte qui nous transmet quelque chose. Et que là, on est autour de la question du signe, pas de la véracité de cette chose-là. Moi, c'est pas, je suis pas là avec Oui, c'est pas ton sujet. chose de l'ordre de est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Ça m'intéresse pas. Ce qui va m'intéresser, c'est le discours de la personne et comment est-ce que ce signe-là va l'influencer dans son parcours de deuil, en fait, et dans sa vie du quotidien. Et que je suis pas là pour juger cette pratique-là, mais plutôt pour la comprendre dans comment est-ce que ça va faire agir les vivants dans leur dimension. Et que ça peut paraître ésotérique ou un peu choquant parce qu'on parle de choses un petit peu de l'autre monde ou de cet entre-deux-là, mais ça, c'est documenté par un nombre incalculable d'historiens, de psychologues, d'anthropologues, de sociologues sur les vivants sont agis par les morts et les morts font agir les vivants, en fait. Et que ça, il y a plein de dimensions de nos vies qui ne sont pas forcément que l'on peut pas interpréter chacun complètement, qui font que oui, le monde des vivants côtoie celui des morts, et on est je n'avais pas eu le temps de le développer nécessairement plus, mais si vous lisez toutes les fictions autour de ça, si vous êtes un fan de séries télé, il n'y a que des liens entre les vivants et les morts, des gens qui assurent le passage, qui questionnent les morts pour mieux résoudre des enquêtes de vivants, ou des zombies qui viennent questionner qu'est-ce que c'est d'être vivant, et qu'en fait on est pétri d'histoires et de fictions qui nous racontent comment est-ce que les vivants justement interagissent avec les morts, et réciproquement quels sont les messages que les morts nous laissent pour nous vivants, en fait. Et comment est-ce qu'on doit entretenir leur mémoire, les respecter, sinon éventuellement ils viendront nous embêter un petit peu, ou alors ils viendront complètement nous hanter. Si vous commencez à rentrer dans ces dimensions-là, il y a plein de gens qui croient en ces questions-là, il y a plein de gens qui consultent des médiums, il y a plein de gens qui ont ces pouvoirs-là ou qui prétendent les avoir, et qui ont des fonctions auprès de vivants aujourd'hui. Et là, je vous parle de toute la variété de la société française. Hein. C'est pas des questions nécessairement de croyances ou de communautés religieuses. Ce sont des gens comme vous et moi qui, sans être nécessairement très clairs sur est-ce qu'ils y croient ou ils y croient pas, mais font des choses et sont agis par les morts. Eh ben merci beaucoup Martin pour tout ça. Est-ce que tu aurais des ouvrages, alors ça peut être des bouquins, des conférences, enfin, voilà, des choses que tu aimerais partager qui pourraient intéresser les auditeurs? Oui, alors effectivement, bon, il y en a effectivement beaucoup, mais l'une d'entre elles, en fait, qui m'a énormément influencé et qui m'a beaucoup aidé aussi sur la question et pratique et théorique, c'est Magali Molinier, qui est une psychologue et qui a écrit un bouquin qui est sorti en 2006 ou 2008, qui s'appelle Soigner les morts pour guérir les vivants. Elle m'a beaucoup influencé. Suite à ça, en fait, elle a aussi beaucoup influencé notamment Vinciane Després sur son ouvrage Le bonheur des morts. Donc, du coup,
de rendre quand même à César ce qui est à César, c'est que du coup, à la base, c'est quand même beaucoup Magali Molinier qui a initié voilà, tout ce qu'on sait autour du travail de Vinciane Després aussi. Hein. Évidemment, il n'y a pas qu'elle. Donc, je dis que ça m'a beaucoup influencé parce que dans mon travail et encore aujourd'hui, on l'a peu abordé là jusqu'à maintenant, mais la question du tabou de la mort, du déni social de la mort, etc., est encore très ancrée chez nous. Alors que dans toutes les enquêtes que je peux faire, c'est absolument pas ça que j'observe ni ne trouve, et que Magali Molinier, avec d'autres, Jean-Hugues Deschaux notamment en France ou Gaël Clavandier, ont pu m'aider théoriquement à asseoir un petit peu la position de en fait, quand on parle de mort tabou, c'est quand même un peu compliqué puisque moi, je ne fais que discuter. Et là, depuis tout à l'heure qu'on échange, on ne fait que parler de gens qui font énormément de choses autour des morts, de la mort. Et qu'en fait, si on commence à observer, en fait, on voit une société qui alors fait peut-être éventuellement ce qu'elle peut, hein, mais comme toutes les autres, mais qui a énormément d'instruments symboliques, techniques, de personnes qui s'occupent des morts, qui s'occupent de leur enterrement, qui s'occupent de la relation que nous avons aux morts, et qu'en fait, si on élargit un peu le spectre, on voit quand même une société qui est quand même pétrie de relations et de relations complexes, contradictoires et paradoxales, hein, mais de personnes qui font énormément de choses avec la mort, et c'est pas nécessairement dans les codes ni dans les valeurs qu'on pouvait retrouver antérieurement, mais que finalement notre société tient aussi parce que d'une certaine manière, elle parvient à avoir des relations avec les morts. Et que ça, c'est pas forcément nécessairement dans les codes que nous pouvons partager personnellement, mais qui sont éventuellement d'autres codes. Là, on l'a vu avec le numérique, mais on peut parler de plein d'autres choses, des pompes funèbres, des personnes dans les hôpitaux qui s'occupent de nos morts, dans les chambres mortuaires, etc. Enfin, on a plein de personnes et de liens symboliques, concrets, de connaissances, de production de connaissances autour de la mort, autour des morts, du processus de mort, du processus de mourir. Il n'y a pas 1 an ou 2 ans en France où on passe sans un débat sur la fin de vie, sur les conditions du mourir. Je ne vous fais pas un dessin avec la pandémie, en fait. On a toujours eu finalement des questionnements et des vivants qui s'occupent plus ou moins des morts et de nos relations avec les morts. Et ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que ces choses-là se transforment, qui prend ses responsabilités, qui a la légitimité de s'en occuper, etc. Et que ça, il y a eu évidemment des bouleversements et des transformations, mais qui, à mon sens, ne justifient absolument pas de s'intéresser uniquement aux questions de comment est-ce qu'il est difficile ou comment est-ce que la mort serait plus tabou ou moins tabou. Non, non, il y a du tabou dans la mort, ça c'est sûr, mais en fait, il y a plein d'autres choses. Et ce qui me frustre beaucoup dans les interprétations qu'on a de toutes les grandes personnalités autour de ces thèmes aujourd'hui en France, c'est qu'on ne parle que de ça. Comme si c'était uniquement ce qu'on pouvait observer, alors que je trouve qu'on ne met pas en avant, et que ce n'est pas du tout ce que je trouve dans les expériences individuelles et collectives autour de deuil, de personnes qui, malgré tout, et bon an, mal an, quoi qu'on en dise, parviennent à faire des choses autour de ça. Et que, alors on peut juger que ce n'est pas les bonnes, ou qu'elles ne seront pas si efficaces, ou qu'elles ne sont pas légitimes. Pour autant, ce sont des gens qui parviennent et qui tiennent. Et que fondamentalement, si je reviens sur des questions théoriques, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus comment est-ce que les gens font et comment finalement ça tient d'une certaine manière, comment est-ce que notre société, malgré tout ce qu'on entend sur ce soi-disant tabou de la mort, qui serait encore à définir parce que la phrase est mal formulée, le tabou de la mort, si vous lisez les auteurs, Louis-Vincent Thomas, Ariès, etc., ça fait des décennies qu'on en parle. Et ça fait des décennies qu'on devrait avoir une société qui, décidément, serait pas du tout, qui serait complètement déséquilibrée. J'enlève pas les inégalités, j'enlève pas la difficulté de vivre tous ces événements-là, sauf que du coup, dans les analyses, on a toujours le même discours de « ça va pas, c'était mieux avant, le cortège funèbre, décidément, c'était vraiment génial, la mort à la maison, c'était formidable ». Enfin,
alors qu'en fait, on a changé de société, on a transformé des choses et qu'on ne m'explique pas comment est-ce que les gens aujourd'hui font malgré tout et aussi tragique que ce soit, parviennent à continuer à vivre en fait, malgré ce que tous les bien-pensants autour du tabou de la mort vont pouvoir nous dire comme quoi il faudrait... Enfin, et que ça, c'est... je bifurque, mais c'est important, c'est aussi ce qui me meut dans mon travail et qui continue finalement à me mouvoir, c'est que à la base, avec ces jeunes-là, je n'avais aucunement à la base dans mes discours et dans ce que j'observais chez ces jeunes, ça n'avait rien à voir avec tout ce que j'avais lu antérieurement dans mon travail, dans mon début de travail de thèse sur des Ariès, des Louis-Vincent Thomas, des Marie de Henzel, des Marie-Frédéric Baquet, etc., qui ne me faisaient que me décrire des gens qui allaient être dans du deuil pathologique et du deuil compliqué, en fait. Alors qu'en fait, je me situe beaucoup plus sur la frange, on va dire, si on proportionnalise ces choses-là, des 80 ou 90% des gens qui traversent le deuil avec plein de difficultés et plein de douleurs et de tristesse, mais qui au final parviennent, bon an, mal an, à tenir face à des choses qui sont déstabilisantes en soi, en fait, qui sont fondamentalement perturbantes et déséquilibrantes. Et que on ne me parle que des choses qui finalement ne vont pas ou n'iraient pas ou ne devraient pas fonctionner comme elles le font, et qu'en fait j'observe et j'entends beaucoup plus des chercheurs et des chercheuses qui nous disent comment ça devrait fonctionner, mais jamais comment est-ce que ça fonctionne. Enfin, jamais ou plus rarement. Alors que là, avec une Magali Molinier et d'autres, j'avais enfin des gens et des cliniciens, notamment une psychologue, qui faisaient avec la réalité qu'elle avait dans son cabinet et qu'elle observait, en fait, sans nécessairement préjuger de ce que ces gens-là devraient traverser ou comment est-ce qu'ils devraient le traverser ou comment c'était terrible ou comment c'était pas terrible ce qu'ils traversaient. Et que ça, c'est quelque chose que je trouve assez fondamental, c'est ne pas nier qu'il y a des choses qui ne vont pas et qui continuent à ne pas aller dans ces domaines-là. Hein. Pour autant, ce qui m'intéresse, c'est OK, comment est-ce que les gens tiennent malgré le fait qu'ils aient eu une expérience terrible sur les conditions de fin de vie ou une expérience terrible sur les manières de ritualiser la mort parce qu'on était en temps de pandémie, par exemple. Comment est-ce que, sur la pandémie, jusqu'à preuve du contraire, en fait, on n'a ni plus ni moins de deuil pathologique ou compliqué, en fait. On a des gens qui se sont adaptés, c'est terrible, mais ils parviennent malgré tout à en faire quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça? Comment est-ce que ça tient, en fait? Malgré le fait que, selon tous les théoriciens et toutes les théoriciennes ou tous les chercheurs ou grands pensants ou bien pensants autour de ces thématiques-là nous disent qu'ils auraient dû faire ou qu'ils auraient pu faire, ben non, ils ne l'ont pas fait et ça tient. Tu vois, c'est typiquement ce truc, moi, qui m'a frappé assez rapidement, en fait, quand j'ai commencé à bosser avec des gens, justement, en lien avec un mort ou voilà, qui perdait un proche et tout. Au début, tu viens avec ton espèce de poids à toi, en fait. Tu mets beaucoup de ton poids à toi, ou de te supposer. Ce que tu pourrais supposer que la personne ressent à ce moment-là, si tu veux. Et c'est vrai que quand tu échanges avec les gens, enfin moi perso, quand j'échange avec mes clients et tout ça, putain, mais en fait, ils n'ont pas l'air d'aller si mal que ça. Ok, c'est terrible, hein. Ok, d'accord, ok, c'est dur, ok, tout ce que tu veux, hein. Mais quand tu discutes avec eux, ben, en fait, tu peux parler normalement, en fait, hein. Il n'y a pas besoin de venir avec ta tartine. Et ça, ça m'a assez vite frappé de me dire, mais attends, c'est fou. C'est fou, ils viennent de perdre un conjoint, ils viennent de perdre voilà, principalement des conjoints quand même, hein. Oui. Et ok, c'est très difficile. Il y a des gens qui restent pendant des semaines et des semaines, voire des mois finalement, sans où tu essayes tu vois, de créer le lien et d'avoir des nouvelles et tout ça. Et silence radio pendant 3 mois, 4 mois, et puis d'un seul coup, ça revient. Ah bah coucou, désolé, j'avais besoin de prendre du temps pour m'isoler. Oui, bien entendu, ça arrive. Évidemment, mais très vite, il y a quelque chose qui est de l'ordre de je passe à autre chose, et même des fois, c'est la personne a l'impression qu'elle est déjà en train de passer à autre chose, en fait. Et Mais ça, c'est en fait, c'est fou. Mais il y a beaucoup de nos fausses croyances ou de nos fausses et projections que, qu'on a en fait, que tendance ça renvoie, alors évidemment, à ce qu'on pense comme étant,
on a tous des préjugés. Moi, le premier, des représentations sur comment l'autre devrait réagir ou comment est-ce que... Et j'interprète comment l'autre réagit, en fait. Mais en fait, c'est aussi renvoyer à la personne cette responsabilité-là de dire oui, non, de choisir aussi, et c'est ce qu'on fait quand on est en deuil et aussi quand on n'est pas en deuil, c'est s'il y a des personnes à qui on est capable de dire des choses et d'autres personnes à qui on ne veut surtout pas dire des choses, ou à qui des personnes à qui on ne veut rien dire, mais parce qu'elles soutiennent autre chose, ces personnes à qui on ne parle pas de ça. C'est que, en fait, c'est pas parce que je ne parle pas de comment est-ce que je suis terrassé par la mort de ma compagne avec mes collègues que ces collègues-là n'ont pas une place hyper importante dans comment est-ce que je parviens et je soutiens, c'est insoutenable en fait. C'est que ces gens-là vont me permettre, justement parce qu'ils ne me parlent pas de ça ou que je ne parle pas de ça avec eux, ils vont me permettre de tenir la journée en fait, ou de tenir l'heure au boulot en fait. Enfin, et que en fait, la question de la parole ou à qui est-ce que la personne endeuillée ou le deuilleur parle de ça, c'est aussi, ça fait partie de son choix en fait, et qu'on a trop tendance à penser qu'il faudrait absolument tout le temps en parler ou tout le temps l'exprimer, etc. Et qu'on a aussi un peu le droit de choisir là, ce qui, enfin, là, c'est une bêtise ce que je suis en train de dire, mais ce que ça m'évoque là, c'est dans des choses qui changent un petit peu aussi du discours qu'on a généralement. Il y a un podcast de Maya Mazoret qui s'appelle Traversée, où effectivement, elle est beaucoup plus cash sur des choses. Elle dit son besoin aussi de s'enfuir en Mongolie ou dans les steppes mongoliennes pendant X, justement pour couper en disant, en fait, pendant 6 mois, vous vous entendez plus parler de moi, en fait. Et elle n'est pas en train de dire, elle est en train de dealer comme elle peut avec cet insupportable-là, en fait. Et elle revient, et en fait, on est trop calqué sur des modèles très psychologisants. Et la psychologie, c'est génial et c'est super. Par contre, si on fait que de la sociologie ou que de l'anthropologie, on ne comprend pas comment est-ce que ça fonctionne, en fait. Donc, et là, c'est trop, on axe trop sur le besoin de parler ou la nécessité ou l'injonction à la parole, alors qu'en fait, il y a plein d'autres manières de célébrer et de signifier son rapport à la mort et aux défunts. Bref, voilà, là, on parle de beaucoup de choses, mais qui pour moi, sont des choses assez fondamentales. On commence à retrouver des gens qui interprètent aussi de cette manière-là un peu plus sur qu'est-ce que les gens font, pourquoi, et sans a priori sur des théories X ou Y, que ce soit ce que je présente là maintenant ou d'autres théories, mais en essayant de faire avec ce qui arrive vraiment là, et sans juger que si la personne parle ou elle ne parle pas, ça veut dire nécessairement quelque chose. Et surtout, ce que je dis souvent, c'est que moi, je ne suis pas un thérapeute. Donc, les gens me racontent d'autres choses que ce que les gens vont raconter à des thérapeutes, à des gens qui ont un axe et un point de vue plus thérapeutique et une fonction de soin. Moi, je ne soigne pas les gens. Mes entretiens ou mes recherches peuvent avoir des effets thérapeutiques chez certaines personnes. Pour autant, quand je me présente face à eux, je parle du deuil, mais je ne viens pas avec une étiquette et une fonction autour du soin. Et ça, je trouve très important parce que ça produit un discours différent. Et quand j'ai des phrases ou des formulations de cet ordre-là, je suis conscient que mon point de vue est limité aussi, en fait, mais il est complémentaire. Je produis et je permets à des gens d'exprimer d'autres choses qu'une facette autour de la thérapie, du soin. Et c'est de plus en plus souvent des gens qui viennent me dire « J'étais aussi très content parce que vous n'êtes pas un psy ». Et j'ai parlé pendant 3, 4, 5 heures de mon histoire à quelqu'un qui n'a pas cette casquette-là. Ça n'a rien à voir avec la personne qui a cette casquette. C'est qu'est-ce que je peux produire et qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un qui a un autre regard, un autre point de vue sur mon expérience. Mais ça ne veut pas dire que ce que je recueille est plus légitime ou plus vrai que d'autres quand je vais parler dans un cabinet. Ça veut dire qu'il y a plusieurs réalités et que je peux avoir besoin de consulter mon psy pour ma trajectoire de deuil sur telle ou telle thématique. Et puis après, j'ai l'occasion de parler avec un sociologue, je vais encore dire d'autres choses. Et éventuellement, à un autre moment de ma vie, je vais avoir besoin d'un chaman ou d'une médium. Et que c'est ça qui compose un peu la réalité et la complexité de nos parcours face à des événements
qui fondamentalement nous bousculent et nous terrassent et dont on arrive bon an, mal an, à faire quelque chose ou pas forcément. Hein. Il y a des gens que vous allez interroger 20 ou 30 ans après qui peuvent paraître être des gens qui n'ont toujours pas avancé, en fait, mais qui finalement quand même parviennent, bon an, mal an, à être encore debout 20 ou 30 ans après. En fait. Et que je retrouve trop peu d'analyse et d'interprétation qui montrent cette complexité-là, ou en tout cas qui la mettent en scène, qui disent autre chose. Et du coup, ça participe aussi à certains modes de pensée autour de la mort et peut-être le pourquoi, finalement, on a l'impression qu'on n'en parle pas, alors qu'effectivement, au quotidien, quand tu évoques simplement le sujet avec les gens, en fait, on a tout le temps, partout, tout le temps. C'est compliqué, ce sujet. Hein. On est bien d'accord, là, on part un peu sur des choses de cet ordre, enfin, effectivement, qui sont débattues, mais qui sont aussi des débats très français, en fait. Et qui ne sont pas forcément tranchés ou réfléchis de la même manière en dehors de la France. Vous avez des auteurs allemands, des auteurs anglo-saxons qui, sur les théories du deuil, en fait, en sont plus à ce qu'on entend en France, en fait. Et pas pour dire que ces théories-là ne sont plus valables, mais pour dire qu'il y en a d'autres. Et du coup, c'est aussi ça la question, si je me place sur la question plus recherche et scientifique, c'est qu'en fait, oui, il y a eu d'autres propositions et d'autres interprétations de nos expériences de deuil que ce qu'on a toujours et ce qu'on nous rabâche toujours sur Elisabeth Kubler-Ross, Marie-Frédérique Baquet et compagnie. En fait, c'est hyper intéressant. C'est majeur, il faut les lire, il faut les comprendre, mais il y en a plein d'autres, en fait. Et qui expliquent la complexité de ces vécus-là et le fait qu'on n'est pas nécessairement uniquement dans une manière de comprendre ces expériences. On pourrait parler de ça pendant des heures avec toi, Martin. Qu'est-ce que tu aimerais mais le temps passe. Tu t'aimerais dire quoi pour conclure? Si je te laisse le mot de la fin justement sur nos échanges. Je crois que là, tu m'as laissé un peu partir volontairement. Ça fait une belle conclusion du coup. Sur toutes ces choses-là, mais c'est vraiment de rappeler, dans mon esprit et en tout cas dans ce que j'observe et comment est-ce que je le questionne, c'est ça qui m'intéresse. Et évidemment, c'est aussi un peu ça que je récolte d'une certaine manière. C'est que typiquement dans les entretiens que je peux faire presque chaque semaine avec des personnes endeuillées ou qui travaillent dans ce domaine-là, c'est pas de leur demander comment est-ce que c'est compliqué, comment est-ce que c'est triste, combien est-ce que c'est douloureux. Je commence plutôt par comment ça se fait que vous êtes encore là et que vous parvenez à me parler d'un événement qui fondamentalement a bouleversé votre vie. Que ça soit 1 mois, 2 mois, 6 mois, 3 ans, 4 ans, 10 ans après, comment est-ce que ça fait et comment est-ce que vous êtes parvenu à faire avec cet événement-là de manière X ou Y, et à vous de me l'expliquer, mais comment est-ce que ça continue à tenir, en fait. Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup. Merci à toi pour cet échange, cette opportunité de philosopher un peu. À nouveau de parler autour de ça. Non, mais c'est cool. Je te remercie vraiment beaucoup. J'espère que ça, voilà, voilà, tu vois, tu vois, je parlais aux gens qui y écoutent, mais c'est vraiment une manière de voir les choses aussi. Et il y a pas, voilà, l'être humain est hyper complexe, donc du coup, il n'y a pas une façon de vivre son deuil. Il y a plein de façons, et c'est pour ça que est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. En fait, on vit simplement avec, quoi. Et peu importe comment on fait, l'essentiel, c'est qu'on tient. Donc, merci beaucoup Martin, prends soin de toi, belle journée et à bientôt. Merci Teddy, à bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, ça aide énormément Vivant à se faire connaître. Donc, c'est la fin de la saison 2. J'espère qu'elle vous aura enrichi d'une certaine manière. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'animer, à partir à la rencontre de mes invités, pour vous faire partager leur parcours, leur histoire et également des clés pour mieux comprendre la vie, la mort, le deuil. Voilà, donc merci pour votre fidélité. Et donc Vivant continue, je vous donne rendez-vous en septembre
pour le début de la 3e et dernière saison du podcast, avec plein de belles choses à découvrir, plein de thèmes différents que nous allons aborder, plein de nouvelles rencontres, bref, plein de surprises, ça va être chouette. Donc merci beaucoup, plein de gros bisous, belles vacances et prenez soin de vous.